Tiers-livre, 30 jours, 30 livres. On amorce la dernière ligne droite. En même temps, je ne pouvais pas faire autrement que l'amener lui. Et encore, j'ai pas tout. Vous savez, je vous disais, malheur, pause. Ah là là. Et donc on reprend. Je vous disais, avant-hier, je procédais aussi par des sortes de typologies. Pas se dire, je fais cet auteur-là, puis celui-ci, puis celui-ci, parce qu'ils se ressemblent, mais sauter dans des configurations différentes de notre rapport à la lecture. Et c'est à ce moment-là qu'on échappe au prescriptif. On échappe au truc de dire, je suis le vieux con dans mon école d'art, avec tous les étudiants qui disent « Ah, Walter Benjamin, œuvre d'art, autant de reproduction technique. » Et puis, tu l'as lu au moins ? Oh, des extraits sur le net. Bon, on en est là, en fait. C'est quoi, Walter Benjamin ? Vous connaissez sa correspondance ? Ses lettres ? À Gershom Scholem, à Adorno ? Tout d'un coup, ce qui tient de l'intellect devient aventure. Et juste à l'instant, j'avais un message sur Facebook. Je suis en train de relire « Je déballe ma bibliothèque de Walter Benjamin à cause de tes vidéos. » Salut Christian, tu m'as fait bien plaisir. Tu vois, il est aussi là chez moi. Je déballe ma bibliothèque. Rivage poche, traduit de l'allemand par Philippe Ivernel. C'est Philippe Ivernel qui nous faisait à Paris 8 les premiers cours où j'ai entendu parler de Walter Benjamin. On était en septembre 1979, début de l'année 1980. Puis après, il y avait un séminaire, je crois que c'était un Normal Sup. Moi, j'étais jamais entré là-dedans. Et il y avait un Américain qui s'appelait Irving Wolfart, qui là aussi était le premier à donner. Et il y avait Jacques Roubaud qui venait là, qui assistait, qui prenait des notes. Et donc ça commence à faire une belle histoire. Mais on n'était que 12 à Paris à suivre ce truc. Sens unique. J'ai ma vieille édition Maurice Nadeau, Lettres nouvelles. Et puis récemment, je m'en suis racheté une. Elle est toujours chez Maurice Nadeau, toujours traduit par Jean Lacoste, mais c'est édition revue. C'est un livre pour moi inépuisable. Exemple, ce texte de 1937. Comment l'angle sur lequel travaille le scribe, l'angle, le copiste au Moyen-Âge, à son lutrin. Et puis ensuite l'imprimerie qui devient horizontale. Et puis avec le journal qui repasse à la verticale. Comment on peut faire une histoire de notre rapport à l'écriture en suivant comme ça l'angle de la composition et de la fabrication. Son travail sur Baudelaire. Et c'est là que tout d'un coup, c'est là que tout d'un coup ma vidéo elle commence. De quoi je voulais parler ? De Walter Benjamin ? Non, je voulais parler de en quoi un livre pouvait être non pas forcément une œuvre, mais un écosystème. C'est-à-dire que quand vous réouvrez cette chose-là, en général le dimanche après-midi, quand il fait pas beau, et que vous avez besoin de ça, ce retour sur soi-même, et que ce retour sur soi-même ne peut s'appeler à ce moment-là que Walter Benjamin. Peut-être pour son échec. Regardez le livre de Sébastien Rongier qui est récemment paru chez Pauvert sur les derniers jours de Benjamin à Port-Bou. Cherchez ça, Sébastien Rongier. Je mets le lien juste en dessous. Mais que... Vous savez, il y a cette accumulation de textes sur les villes, sur Marseille, sur Moscou. Il y a ces choses sur Kafka, sur Dostoïevski. Et chaque fois, avec Benjamin, c'est comme si on refranchissait une étape qui vous ramène à là où on rêve des livres. Qu'est-ce que sont les livres pour nous ? Pas du tout de façon analytique, critique, mais là où justement la critique s'installe dans le lieu fabriqué par le littéraire, avec le rêve, le temps, le livre. Et là, on est en 1935, Benjamin ne peut plus revenir en Allemagne, et son exil à lui, c'est de s'enfermer dans la Bibliothèque nationale, rue Richelieu, et de travailler sur Baudelaire et le 19e siècle. Et ce qu'il fait, donc, Gesammelte Schriften, c'est énorme. C'est des fiches, des milliers de fiches qu'il classe plus ou moins, qu'il regroupe plus ou moins par analogie, qui sont
70 ou 80% des recopiages, mais des recopiages dans une masse qui, avant lui, n'a jamais été collationnée, jamais été explorée. Sur la notion d'utopie, sur les panoramas, ces dispositifs photographiques, il y en a 140 à Paris. Et puis, surtout, ce qui ouvre Paris, comme ça, par des galeries secrètes, la Révolution, la barricade. Et là commence à devenir centrale cette figure de Charles Baudelaire. Alors vous savez, il y a les discussions avec Adorno, en fait, tous ces recopiages voudraient devenir un essai sur Baudelaire, mais il n'arrive jamais. En même temps, les textes par lesquels il synthétise, il y a 3 textes, Central Park, Le Flâneur, comme ça, qui sont rassemblés dans le petit bouquin Payot, sur lesquels il comprime comme ça, en la fragmentant, son rapport à Baudelaire. C'est des choses qui nous deviennent constamment comme ça, alors des relectures, justement, vers Baudelaire, mais constamment une remise en travail. C'est qu'il a été traduit aux éditions du Cerf. Alors, en même temps, qu'est-ce que ça veut dire traduire, puisque simplement on ne traduit que les annotations, les petites choses marginales de Walter Benjamin, et donc on a sous le titre Paris capitale Paris capitale du 19e siècle, le livre des passages, qui là par contre c'est pas un beau titre, Passagenwerk, l'œuvre passage. Et tout d'un coup, ça devient autre chose. Mais on a cette traversée de notre propre histoire, et qui nous emmène où ? Eh bien, qui nous emmène là où le langage, au contact ou au travail du monde, ne se résout pas, ou ne se contraint pas, ne se limite pas simplement à ce que la fabrique littérature, ou l'étiquette littérature en est. C'est les tracts, c'est les affiches, c'est les petits journaux. Et là, Benjamin, tout d'un coup, il y a un énorme coup de marteau sur un espèce d'œuf fragile, et il y a tout le langage qui va s'écouler. Mais c'est notre langage, et c'est notre usage du langage aujourd'hui. Alors, c'est marrant de dire, oui, la profusion du web, la profusion de l'information. Mais avec Benjamin, on a les outils pour le faire. Et c'est quelque chose de fractal, quelque chose à mesure qu'on regarde un détail qui se remultiplie. Et là, je suis dans le cœur de ma vidéo. Ainsi, Giorgio Agamben. Vous voyez qui c'est, Agamben? On pourrait faire une vidéo aussi sur ce qu'on doit chacun à Agamben. C'est paru il y a 2 ans. Et je ne savais pas du tout Agamben dans ces eaux-là. Alors, est-ce que c'est dans quelque chose qui duplique les passages? Non. Simplement, on découvre que les notes sur les passages, c'était encore qu'un petit... Alors, vous savez, ces fiches, étaient mises dans des cartons, et que toute la période de la guerre, puisque Benjamin se suicide en 1940, c'est Georges Bataille qui les planque au fond d'une réserve comme ça de la BNF. Et bien là, tout d'un coup, Agamben produit toutes ces notes, ces fiches qui, a priori, en tant que prises chacune, n'a pas apparemment un intérêt formidable, mais qui, recomposées comme ça, en plus énorme, deviennent comme ça le monde même de Baudelaire. Pourquoi Baudelaire avait les gants roses? C'est une question, a priori. Vous me direz, on peut vivre sans. Ouais, mais pourquoi, dans Passagenwerk et tout ça, on avait éliminé la petite fiche avec cette réflexion de Benjamin, 10 minutes, un jour, on ne sait pas lequel, sur pourquoi Baudelaire avait des gants roses. Il y a une autre figure qui est comme symétrique de celle de Baudelaire, c'est celle de Blanqui. Blanqui ne fait pas de littérature. Blanqui, par contre, toute sa vie, il est présent dans toutes les révolutions, 1830, 1848, jusqu'à la Commune. Et puis, à chaque fois, Blanqui devient l'épouvantail. C'est à lui qu'on fait payer. Il va être enfermé à Belle-Île, au Bagne. Il va être enfermé au Mont-Saint-Michel. On visite toujours au Mont-Saint-Michel, le cachot de Blanqui. Et à la fin de sa vie, il est enfermé, vous savez, à Morlaix. Il y a une espèce de rocher noir, comme ça, dans la baie, avec un fort militaire. Mais c'est rien, c'est une espèce d'ovale, comme ça, tout petit, minuscule, où il y a 30 soldats pour garder Blanqui seul prisonnier. Et là, au fort du Taureau, on le laisse sortir, mais seulement la nuit. Et la nuit, donc, il arpente ce truc-là. Dans la journée, il est coincé il entend toujours le pas des soldats qui font la ronde autour de lui. Et c'est là où il a pas cette illumination, mais ce texte qui pour nous est flamboyant, qui est vous pouvez toujours annuler nos luttes, nos révolutions. Nos révolutions peuvent échouer. Regardez le ciel, regardez les étoiles, regardez comme l'univers s'épand, se recule, il a déjà ça.
Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les étoiles, à mesure qu'on les observe, elles vont, son expression, milliarder à l'infini. Ça veut dire que s'il y a un infini, il y a un endroit où notre propre situation est dupliquée. Si elle n'est pas dupliquée exactement, remilliardons encore à l'infini. Et on va arriver au point exact de notre propre situation, mais là, la révolution aura réussi. Et c'est Benjamin qui est le premier à exhumer ce texte, à nous le faire miroiter. Ce texte devenait indisponible. Moi, je l'avais lu avec une préface de Miguel Abansour, comme ça, dans les années 80. Louis-Auguste Blanqui, L'éternité par les astres. Je l'ai réédité. Mais vous voyez, comme ça, c'est ça pour moi l'écosystème. C'est-à-dire qu'on n'est plus chez Benjamin, on est dans un texte qui à la fois est poème et à la fois un anti-Baudelaire, mais en même temps qui nous parle aussi aujourd'hui. Et comment à ce moment-là ne pas prolonger Benjamin en ce qu'il nous dit de cette biographie de Blanqui par Gustave Geffroy. La biographie s'appelle L'Enfermé, 1800, je ne sais pas lire les chiffres romains, 1926 serait cette édition, encore même un petit peu plus compliqué que ça, puisque Gustave Geffroy, c'est a priori quelqu'un qui aimerait tant être le Baudelaire de son époque. Ses textes sur l'art, par exemple, sont magnifiques. Mais tout d'un coup, la façon de prendre, lui, sa place dans ce truc-là, c'est pas de jouer le Baudelaire de plus, c'est de revenir là où Baudelaire et Blanqui se dissocient et d'écrire la vie de Blanqui dans cette lecture du siècle à laquelle nous a ouvert Baudelaire. Et en ce sens-là, L'Enfermé, qui est une biographie écrite avec une langue magnifique, il y a des listes, par exemple, l'accumulation, les clubs révolutionnaires en 1830, quand vous lisez ça, il y a ces scènes comme ça où Blanqui rentre en disant « enfoncez les romantiques ». Et ce livre de Gustave Geffroy, pour moi, c'est un livre patrimonial, au meilleur sens du terme. Et bon, moi j'en ai acheté plusieurs chez des bouquinistes. Tant de fois, il n'y avait que comme ça qu'on pouvait se le procurer. Il était dans un beau coffret, mais le mien est tout... vous devez en avoir marre que je vous montre comme ça des livres démolis. Mais à force que j'en parle, l'an dernier, c'est mes copains de Coaraz, L'Amourier, qui est une maison d'édition un petit peu modèle dans son rapport aux gens qui écrivent à Nice et dans la région, et la façon dont il y a cette espèce de fête qui les rassemble, ce bulletin, ces lettres d'information, la présence sur les salons. Eh bien, les Amouriers, ils sont deux, ont demandé une préface à Bernard Noël, une couverture à Ernest Pignon-Ernest, et moi j'ai compte là-dedans. Bah ouais, c'est que c'est seulement grâce à moi qu'ils ont eu l'idée de rééditer L'Enfermé de Gustave Geffroy. Et ça, mais oui, c'est là où écosystème, ça veut dire que je suis toujours en train de lire Benjamin. Mais ces effets se produisent comme ça à l'infini, et on a presque une figure qui vient de Blanqui ou Baudelaire. Dans ces années 80, je m'étais mis à acheter comme ça un petit peu systématiquement les livres sur Blanqui, écrit sur la Révolution, œuvre complète 1. Simplement, il n'y a pas eu de œuvre complète 2. Arnaud Münster qui faisait ça, lui aussi, il était au séminaire sur Benjamin. Blanqui à Belle-Île, par Maurice Domanger. Maurice Domanger, ah, ça pourrait continuer. Oui, mais attention, toujours revenir au milieu. Tout ça, c'est Walter Benjamin. C'est-à-dire, c'est comment la figure de l'auteur, c'est pas accaparer et vous régurgiter sous forme d'œuvre. C'est vous entrer comme ça dans un monde ouvert où le chemin se poursuit par d'autres lectures. Regardez, je vais finir là-dessus. Paris, capitale du 19e siècle, par des recopiages de fiches. Eh bien, si vous faites la même chose avec New York, et puis que là, vous en sortez 900 pages, minuscules, et qui ne soient que des recopiages de films, de journaux, de témoignages, de bouts d'aphorismes, de visites, et puis vous regroupez ça, là encore, par des thèmes, la météo, la chute, le World Trade Center, l'exposition de 1964, les barricades de Harlem, le Mad Bomba, communisme, Chine, shopping,
vitrine, mannequin, comment ça commence les vitrines? Prenez Benjamin, c'est justement ça qu'il va chercher dans Passage. Tout à l'heure, je vous disais, je ne vous donnais pas d'exemple, mais vous savez, dans les petites rues étroites de Paris, on voit toujours ces espèces de bornes qui fait que si une charrette arrivait, vous pouvez toujours, avec la borne, il restait un espace entre la charrette et le mur, ça vous sauvait la vie. Et puis l'égout qui passait au milieu de la ruelle, c'est ça le pari d'avant Haussmann. Et pour ça qu'on a fait, quand sont arrivés le fer et le verre industriel, qu'on a creusé ces passages dans la masse, parce que la rue est noire, la rue est morte avant l'invention du boulevard. Et c'est dans ces passages qu'on invente la possibilité de vitrine avant, sinon on entre dans l'obscur entresol, c'est comme ça encore toujours à Amsterdam ou dans ces traditions nordiques, et puis que tout d'un coup la marchandise devient monstration. Et puis c'est ça le boulot de Benjamin. Lui, médias, technologie, classe, photographie, Mapplethorpe, textuality, New York schools, dwellings. Ce Kenneth Goldsmith, dans le livre qu'on va sortir fin janvier, Uncreative Writing, qu'on a appelé l'écriture sans écriture. Mais lui, il provoque. Il dit New York, capitale du XXe siècle. Vous voyez, c'est ça l'écosystème. Honneur à Walter Benjamin. Ouvrez-le comme un petit truc secret. Vous allez voir le compagnonnage, le long compagnonnage. Et plus jamais vous ne direz Walter Benjamin, l'œuvre à l'âge de la reproduction technique, ou je sais pas quoi, c'est un de ses plus mauvais textes. À demain.